mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Nouvelle édition de Direct Plein de choses à vous proposer ce soir. Notre sujet principal va porter sur l'économie égyptienne, tout ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois en ce qui concerne l'économie égyptienne et les mesures et les efforts également déployés par le gouvernement pour renforcer l'économie. Mais on va commencer en fait par la visite du président libanais Michel Aoun en Égypte aujourd'hui. Monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le président libanais Michel Aoun qui effectue sa première visite officielle en Égypte. Monsieur Aoun est arrivé en Égypte pour une visite officielle de 2 jours en fait. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens et une conférence de presse a eu lieu également à l'issue de leur entretien. Aujourd'hui, monsieur Aoun a souligné le rôle important que joue l'Égypte, surtout en matière de lutte contre le terrorisme. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la visite de M. Aoun et son entretien avec M. Abdel Fattah el-Sisi dans ce commentaire de Yarashoucha. Le président libanais Michel Aoun était reçu au Caire par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi pour sa première visite en Égypte depuis son élection en octobre au palais présidentiel. Les discussions entre les deux dirigeants étaient focalisées sur la situation au Proche-Orient. Les deux chefs d'État ont abordé la crise en Syrie et la lutte contre le terrorisme. Ce voyage de M. Aoun est le 3e voyage à l'étranger après celui du Qatar et de l'Arabie saoudite. M. Aoun, chrétien maronite, a rencontré également le chef de l'église copte orthodoxe d'Égypte, le pape Tawadros II, plus tard dans la journée. Il doit aussi être reçu par le grand imam de l'Azhar, Ahmad al-Tayyib. Il doit également prononcer un discours au sein de la Ligue arabe sur l'importance de la solidarité arabe et où il doit rencontrer son secrétaire général égyptien Ahmed Aboulghait. Michel Aoun a été élu en octobre par un vote du Parlement mettant un terme à 29 mois de vacances de la fonction présidentielle. Le comité conjoint présidé par les deux premiers ministres des deux pays doit intensifier les rencontres entre les deux parties pour signer au moins 15 accords de coopération et consolider l'échange touristique et économique entre les deux pays. Et apparemment, les protestations contre Donald Trump continuent à l'intérieur des États-Unis, également à l'extérieur. Cette fois-ci, c'est au Mexique que plusieurs milliers de personnes ont manifesté leur mécontentement face aux propos et également au projet de Donald Trump. Et concernant, bien sûr, eux et leur pays, lassés d'être pris pour cible par le président américain, les Mexicains dénoncent le manque de fermeté également de leur président face aux déclarations de Donald Trump. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la situation actuelle au Mexique et les protestations contre Donald Trump dans ce commentaire de Yarashoucha. Ils étaient près de 20 000 à battre le pavé de Mexico et plusieurs milliers d'autres dans une douzaine de villes du pays. Pour beaucoup vêtus de blanc, portant de nombreux drapeaux mexicains, ils ont défilé sur la plus grande avenue de la capitale mexicaine, Paseo de la Reforma, et se sont retrouvés non loin de l'ambassade des États-Unis, protégés par les forces anti-émeutes. En tête du cortège, une banderole affirmait que le Mexique, on le respecte, Monsieur Trump. Une autre demandait des ponts entre les nations, pas des murs. Les griefs des manifestants à l'encontre de la nouvelle administration Trump sont nombreux et variés, tant le Mexique a été pris pour cible par le nouveau président américain pendant sa campagne. Son projet de faire construire un mur à la frontière pour lutter contre l'immigration illégale et de le faire financer par le Mexique est toujours d'actualité. De nombreuses effigies du président américain étaient visibles dans le cortège. D'autres sujets viennent préoccuper les Mexicains, tels que la volonté de Trump de renégocier le traité d'échange nord-américain, ALENA, de voir leurs produits taxés à l'importation aux États-Unis ou encore le renforcement des expulsions d'immigrés illégaux. À ce titre, le gouvernement mexicain a d'ailleurs invité ses ressortissants vivant aux États-Unis à prendre des précautions. Par réflexe patriotique, de nombreux manifestants ont défilé avec un drapeau de leur pays. La colère des Mexicains n'était pas uniquement tournée vers le président américain, mais également contre leur propre chef de l'exécutif. Le président Enrique Peña Nieto est particulièrement impopulaire avec seulement 12% d'opinion favorable.
Les deux pays sont de fait en pleine crise diplomatique depuis le changement de la présidence américaine. Le président mexicain a annulé une visite qu'il devait effectuer à Washington le 31 janvier. Le ministre des Affaires étrangères mexicain s'est tout de même rendu dans la capitale fédérale, se félicitant d'une réunion cordiale, respectueuse et constructive. Les appels à boycotter les produits américains et à manifester son patriotisme se multiplient ces dernières semaines. La grogne n'est pas prête de s'apaiser. En fait, aujourd'hui, on va parler économie. Plusieurs mesures, beaucoup d'efforts sont déployés par l'État pour renforcer l'économie égyptienne, pour encourager les investisseurs à revenir en Égypte, bien sûr. C'est vrai qu'on passe toujours par plusieurs moments difficiles en ce qui concerne l'économie, les prix, la croissance, mais quand même, il faut dire qu'on est sur le bon chemin. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi au cours de sa dernière réunion avec le cabinet ministériel samedi dernier. Monsieur el-Sisi a affirmé que l'économie égyptienne est sur la bonne voie. En fait, une récente étude américaine accentue ces propos du président, puisque selon cette étude, l'Égypte sera en 2030 la 21e force ou puissance économique mondiale en 2030, comme je viens de dire. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant les déclarations de Monsieur le Président, également cette récente étude américaine, et puis on revient pour plus d'explications et d'analyses. Le chef de l'État a tenu samedi dernier une réunion avec le Premier ministre, le gouverneur de la Banque centrale et les ministres de Défense, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Justice et de Finances pour discuter des indices de l'économie. Selon le porte-parole de la présidence Ala Youssef, les discussions ont notamment porté sur les réserves en devises étrangères qui ont atteint 26,3 milliards de dollars pour la première fois depuis plusieurs années. Le produit national brut a été également au menu des discussions, a ajouté M. Youssef. Le fait de préserver la stabilité de l'Égypte au moment où la région connaît des troubles sans précédent est un défi considérable, selon M. el-Sisi. Le président a jugé impératif de favoriser un climat approprié pour la croissance économique durable, en soulignant l'importance de diversifier les sources du produit national brut, d'encourager les industries et de développer et de moderniser les législations liées au monde des affaires. Le chef de l'État a aussi souligné l'importance de fournir les produits de première nécessité à des prix abordables et de renforcer le contrôle des marchés. Le président a aussi souligné que les rapports internationaux crédibles affirment que l'économie égyptienne est sur la bonne voie et que le programme de réforme économique en cours d'exécution réalise les résultats espérés. En effet, la dernière étude du cabinet américain PwC intitulée The Long View, How Will the Global Economic Order Change by 2050, qui établit le top 32 des plus grandes puissances économiques du globe à l'horizon 2030-2050, réserve quelques grosses surprises. C'est le milieu du classement qui détonne avec deux pays arabes, l'Arabie saoudite, plus gros producteur de pétrole au monde, est classé à la 15e position en 2030 avec un PIB de 1 731 milliards de dollars, mais il y a surtout l'Égypte placée au 21e rang et dont le PIB ferait un bond spectaculaire jusqu'à 1 105 milliards de dollars. À signaler que le PIB est un indice qui permet d'établir des comparaisons entre les pouvoirs d'achat des devises nationales, une opération que la simple prise en compte des taux de change ne permet pas de réaliser.
Mesdames, Messieurs, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Ali Kourei, qui est expert en économie. Bienvenue avec nous, bonsoir. Également Dr Aissam Abdel Fattah, qui est professeur d'analyse de discours et également analyste politique. Bienvenue, bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va parler bien sûr de l'économie et c'est vrai que ici en Égypte actuellement, c'est la question la plus importante. Monsieur le Président, au cours de sa dernière réunion avec le cabinet ministériel, a affirmé que, en fait, l'économie égyptienne est sur la bonne voie. C'est vrai qu'on passe toujours par de moments difficiles, mais les mesures entreprises par le gouvernement ce dernier temps montrent qu'on est sur la bonne voie. Alors, selon vous, docteur Ali, comment vous voyez les efforts déployés par le gouvernement? Moi, je trouve que nous sommes justement sur la bonne voie. C'est clair pour moi. Et j'ai dit ça depuis des mois. Et les mois passent et tout le temps, on voit qu'il y a un développement justement appréciable par le gouvernement. Et il faut dire aussi que quelques ministres ne sont pas à la hauteur. Mais ce qui importe, ce sont les ministres de l'économie en général, que ce soit les finances, l'économie. Et même le directeur général de la Banque centrale, Tarek Amer, il faut admettre qu'il a fait un très bon boulot jusqu'à présent. Ouais. Ce qu'il a dit, il l'a réalisé. Il avait promis, avant la fin de l'année, d'arriver à un niveau de 25 milliards de dollars en réserve. Il est arrivé plus ou moins. Et maintenant, nous avons 26 milliards et quelques de devises rares dans la Banque centrale. Donc, il faut dire que, aussi, tous les lois qui sont discutées maintenant par le Parlement visent justement à inciter les investisseurs étrangers à venir en Égypte investir, ainsi que les investisseurs égyptiens. Il ne faut pas les oublier. Et aussi, il y a des lois qui concernent les entreprises petites et moyennes qui sont à la base de n'importe quel progrès économique, surtout dans les pays en voie de développement. Et on a vu ça en Asie surtout, et dans quelques pays africains. Alors, vous me posez la question, oui, je pense que nous sommes sur la bonne voie, et nous avons vu le dollar. Oui. Il y a une appréciation formidable de la livre égyptienne dans ces dernières semaines. Oui, exactement. J'aimerais bien revenir sur tous ces points plus en détail, mais si vous permettez, docteur Aissam, comment vous voyez actuellement l'économie égyptienne? Oui, enfin, je ne suis pas économiste, mais simplement, disons que moi, j'évoque beaucoup de points d'interrogation. C'est-à-dire que oui, quand on dit que l'économie est sur la bonne voie, quels sont les critères, par exemple, en fonction desquels on peut juger que l'économie soit sur la bonne voie ou non? Est-ce que si, par exemple, on adopte le critère de réserve de dollars, d'accord, donc elle est sur la bonne voie. Mais il y a quand même un certain nombre de problèmes qui, jusqu'à maintenant, ne sont pas pour moi très clairs. C'est-à-dire que actuellement, le gouvernement a entrepris de réaliser des projets infrastructurels, comme par exemple la construction des voies, des ponts, et préparer le terrain pour les investissements. Oui, c'est très bien. Mais est-ce que vraiment, quand les réserves en devises, par exemple, atteignent 25 milliards de dollars, est-ce que ces réserves-là sont destinées à quoi? À remédier au déficit, parce qu'il y a actuellement un déficit, mais j'aimerais bien quand même expliquer une certaine incompatibilité que je constate. Regardez, comme par exemple la présidente du Fonds monétaire international, quand elle est venue en Égypte, elle a dit, moi je suis vraiment surprise de voir que l'inflation en Égypte a atteint cette limite. C'était inattendu, ça c'est une chose. Donc l'inflation, malgré les réserves en devises dollars, a atteint un niveau incroyable. Et puis après, aussi, il y a d'autres experts économiques qui ont exprimé leur opinion sur ce qui se passe en Égypte sur le plan économique, en disant qu'on ne s'attendait pas à ce que la crise économique ait ses effets néfastes sur la population, étant donné que maintenant le prix, vous savez que le prix des denrées alimentaires, même essentielles, a galopé. C'est-à-dire que, bon, on n'a jamais attendu que les prix atteignent ce niveau. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que le gouvernement
est-ce que lorsque le président a réuni le cabinet ministériel et leur a adressé des directives, c'est-à-dire strictes, d'abord il faut maintenir autant que possible le prix. Il faut intensifier le contrôle sur les marchés pour éviter justement les dérapages ou les déviations des prix. Est-ce que le gouvernement est en mesure vraiment de réaliser ces directives? Moi, je doute fort, parce que jusqu'à maintenant, vous savez, il y a le marché noir et les prix, chacun fixe le prix comme il veut. Et je ne vois en fait aucun contrôle du côté du gouvernement, à moins peut-être d'envoyer des caravanes pour vendre les denrées alimentaires à la population qui est pauvre et tout le monde en souffre. Voilà, ça c'est mon constat. Bien sûr, on va revenir c'est-à-dire aux efforts déployés par le gouvernement. Monsieur Koreï a souligné un point important, c'est que pas tous les ministres sont vraiment ils ont le niveau dont on a besoin actuellement. On va revenir bien sûr à ça, mais Monsieur Ali, si vous permettez, Dr Hassan vient de mentionner un point important. C'est quels sont les critères selon lesquels on dit que voilà, c'est une économie qui vraiment avance ou c'est une économie qui a besoin de beaucoup plus d'efforts? Regardez la balance, par exemple, du paiement, la balance, comment on dit, trade balance. Du commerce. Oui, du commerce, a enregistré beaucoup d'améliorations. Donc, l'importation a beaucoup diminué, l'export a augmenté de petites mesures, pas tellement. Mais je veux dire, la balance commerciale est en train de s'améliorer. Ça, c'est une chose. Le prix du dollar vis-à-vis de la livre égyptienne, comme on a dit, est en progression. Mais il faut dire aussi qu'on importait énormément il y a quelque temps, lorsque le dollar avait atteint quand même des niveaux incroyables. Cette marchandise-là est arrivée dans le pays avec ce niveau de prix qui est très haut. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle l'importation de l'inflation de l'extérieur. Ça affecte justement les prix en Égypte. Lorsqu'on pense que presque 70% du matériel qu'on emploie dans l'industrie et autre chose est importé, ça doit donc créer une flambée des prix en Égypte. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, la psychose de la population est importante. Lorsqu'il voyait autour de lui donc, tout ce qui se passait, il n'avait pas tellement envie de travailler, de produire, ainsi de suite. Mais il faut penser à une chose aussi. L'économiste Keynes, dans le temps, avait dit lorsqu'il y a une récession dans le pays, ce qui était le cas en Égypte, il fallait que le gouvernement commence à investir. Pourquoi investir? Parce qu'il fallait justement donner la possibilité à la population de travailler, d'investir aussi, de consommer davantage, et ainsi de suite. Ouais. C'est ce que le gouvernement fait maintenant. Tout le monde se dit pourquoi construire cette ville immense qui s'appelle la capitale secondaire, je ne sais pas comment on l'appelle. C'est très important parce que de toute façon, on devait construire cette ville-là dans quelques années. Pensez un peu à combien ça aurait coûté dans 5 ans, 10 ans, et le coût maintenant. Ça, c'est premièrement. Ça embauche tellement d'ouvriers, de compagnies de construction, le transport. Tout ça, c'est une chose que les gens ne pensent pas. C'est une chose très importante dans cette situation où nous sommes maintenant. Alors, c'est pour ça que je dis, lorsque le gouvernement construit des routes partout, ça facilite beaucoup à l'investisseur égyptien et extérieur. Donc, il y a plusieurs choses qui nous montrent que nous sommes sur la bonne direction et que ça prend du temps. Parce que ce qui s'est passé il y a 3 ans jusqu'à présent, c'était une catastrophe, jusqu'à 2 ans même. Maintenant, il y a une certaine amélioration. Donc, il faut continuer. Il ne faut pas être pessimiste, il faut être optimiste pour donner ce coup très important à l'économie égyptienne. Oui. Alors, docteur Essam, on parle maintenant d'un remaniement ministériel. Je crois que c'est dans quelques jours, peut-être demain ou après-demain. Alors, c'est vrai que selon la plupart des analystes, les mesures économiques qui ont été adoptées récemment étaient nécessaires, mais quand même, il faut dire que peut-être les responsables ou les ministres chargés de ces dossiers n'ont pas bien étudié leur influence sur la population, sur les prix, comme vous venez de dire, quand on parle du dollar, des subventions, de tout ce qui s'est passé ce dernier temps. Alors, vous voyez vraiment que
il devait faire beaucoup plus d'études et il devait étudier d'une façon plus approfondie ce qui va se passer après ces mesures. Oui, je pense que tous les ministres doivent quand même être solidaires en prenant la décision la plus importante, à mon avis. Hein, c'est-à-dire qu'on a déjà parlé de ça, c'est de remédier à la corruption. Parce que jamais, même si vous construisez des milliers de ponts ou des voies, c'est inutile. Inutile si vraiment vous n'arrivez pas à éradiquer la corruption qui sévit aussi en Égypte. Et puis après, il y a autre chose, c'est que le gouvernement a déjà déclaré que qu'elle entend en fait aussi mettre fin à la bureaucratie ou à la routine qui pourrait certainement entraver tout investissement, hein, et que jusqu'à maintenant, c'est que le discours qui est tenu par les ministres et même par le gouvernement en général, c'est pour les investisseurs, c'est un discours au futur simple, c'est-à-dire on fera, on invitera, on fera, mais jusqu'à maintenant, je ne vois pas d'investissement sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut attendre, est-ce que ça veut dire il faut attendre jusqu'à ce que les projets soient réalisés, mais quand même, je vois par exemple un ministre, qu'est-ce qu'il peut bien faire dans un ministère, par exemple, plein de corruption? C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre des mesures, à mon avis, radicales, c'est-à-dire des mesures cruciales qui pourraient être susceptibles de mettre fin à ça. Sinon vraiment, vous allez voir vraiment un afflux d'investissements, mais les investisseurs sont très hésitants un petit peu, parce que c'est pas simplement, il ne suffit pas de construire des voies et de préparer le terrain, mais quand même, il faut préparer un climat sur tous les plans, le plan administratif à titre d'exemple. Alors, donnez-moi un exemple par exemple, d'une législation qui est promulguée et qui pourrait mettre fin à la routine ou à la bureaucratie, hein, qui sévit dans les ministères. Je ne vois pas. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste, mais je ne fais que constater. Oui. Vous savez, la corruption, pour venir à bout, ce fléau même, c'est-à-dire, ça prendra des années et des années. Est-ce que nous allons attendre jusqu'à qu'on ait fini avec ce fléau? Je ne crois pas. Il faut donc marcher sur les deux voies en même temps. Bon, pensez le temps de Moubarak, par exemple. C'était là, la corruption. Mais il y avait quand même un progrès économique avec les deux. Donc, nous voyons maintenant chaque jour, il y a la police il y a des procès, arrête justement des hauts fonctionnaires qui ont commis des actes qui ne sont pas justement à la hauteur de la situation actuelle. On les arrête. C'est un commencement, c'est un très long procès. Ça ne va pas se terminer en quelques mois. Mais on n'a pas encore commencé. Mais c'est-à-dire que sur la voie, par exemple, de la bureaucratie, je ne vois rien. Qu'est-ce qu'on a fait justement pour éradiquer cette bureaucratie qui pourrait entraver les investissements? Oui, on a dit qu'on a l'intention, mais jusqu'à maintenant, vous savez que je ne vois pas de législation, par exemple. On parle de deux choses. Par exemple, vous êtes proche, je sais que vous êtes proche du milieu d'affaires en Égypte. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'investisseurs? Et si oui, pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qui entrave l'arrivée d'investisseurs? Vous voyez, les investisseurs viennent, ils prospectent, ils posent des questions. Ils vont discuter avec les ministres, les ministères et tout ça. Mais ils n'ont pas agi assez fortement, pas encore. Ouais. Parce que l'investisseur, il hésite énormément avant de mettre son argent. Il doit avoir quand même, voir plus près comment il va repatrier ses profits. Ça, c'est très important pour lui. Pourquoi il est venu dans le pays? Pour réaliser des profits et les avoir en dehors de l'Égypte. La bureaucratie, c'est une chose qui est enracinée dans le gouvernement, dans le pays depuis des milliers d'années. Depuis le temps des pharaons, ça existait. Les priests, ils étaient là aussi, ils avaient intérêt à faire marcher les choses contre des valeurs, soit en argent ou bien n'importe quoi. En tout cas, c'est une chose qui dure depuis des milliers d'années. Comme j'ai dit, on ne peut pas donc attendre qu'on élimine tout ça pour commencer à investir. Il faut que les deux marchent ensemble. Il y a des lois, par exemple, pour l'investissement, qui encouragent l'investisseur à 100%, et qui a été adopté par le gouvernement, mais pas ratifié encore par le Parlement. Ça va arriver très bientôt. Ça, c'est une chose très importante. Mais donc, il y a deux choses, la corruption, et deuxièmement, il y a par exemple la bureaucratie, comme vous l'avez mentionné maintenant. La corruption, si ils voient les gens, les malfaiteurs, que le gouvernement est là, il va quand même prendre des mesures assez drastiques contre ces gens-là,
ils vont réaliser que non, il faut attendre. Il faut attendre. C'est la chose que j'ai dit. Ils ne vont pas le faire maintenant. Mais la bureaucratie, moi, je doute fort que nous allons l'éliminer très bientôt. Ça. Et je pense que l'investisseur, en venant en Égypte, il sait très bien qu'il y aura la bureaucratie, il aura quelques Égyptiens pour faciliter la tâche, pour en finir avec ces choses-là. Malheureusement, c'est le cas. Et ça va prendre des années et des années. Oui, mais alors, ça fait, excusez-moi, ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on parle du guichet unique. Oui, oui, tout à fait. Pourriez-vous me citer un exemple, c'est-à-dire que vraiment un projet ou bien une réalisation pour réaliser, pour atteindre ce but? Je ne vois pas, au contraire. C'est-à-dire, je vous donne à titre un exemple. Il y a quelques jours, peut-être, on a entendu par exemple un café. Un café, c'est un jeune homme qui a été tué après un match. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y a 85% de cafés n'ont pas de permission. Ça veut dire que il faut commencer. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre, bien sûr. C'est-à-dire, mais il faut marcher sur les deux voies parallèlement, en même temps. Mais il faut faire quelque chose. Oui. On n'a rien fait. Docteur Hassan, est-ce que vous voyez aussi qu'un des problèmes face également aux investisseurs, surtout étrangers, pas des investisseurs égyptiens, c'est la situation également politique autour de l'Égypte. C'est-à-dire, on est entouré de pays qui souffrent de problèmes, soit de guerres civiles, soit de groupes terroristes. Alors, vous ne voyez pas que ça fait peur également aux investisseurs? Maintenant, non, c'est que l'armée, non, c'est pas tellement, parce que l'armée joue un rôle important. Maintenant, il faut quand même que l'armée égyptienne reste debout. C'est l'armée, maintenant, prend en charge de combattre le terrorisme. Maintenant, il est en train de nettoyer les poches de terroristes au Sinaï. C'est-à-dire que si vraiment on établit une comparaison entre ce qui se passe et l'Égypte, même en Europe, vous voyez qu'il y a beaucoup d'attentats. On entend de plus en plus des attentats se déclencher en France, en Belgique, aux États-Unis même. On a voit. C'est-à-dire que non, la situation quand même, l'armée vraiment joue un rôle important. Oui, mais c'est la situation à l'intérieur du pays. Mais je veux dire, les pays autour de nous, la région en général. Vous ne voyez pas que ça peut... Non, quand même. C'est-à-dire que les pays en général, comme par exemple quand vous parlez de la Libye, actuellement, c'est vrai que la Libye, il y a aussi des poches terroristes, mais il y a quand même une armée libyenne qui combat et qui appelle les assistances nécessaires aux autres pays. Ouais. Mais, enfin, notre État, certainement, notre situation est de loin meilleure que d'autres pays. Et même, c'est-à-dire que j'ose comparer l'Égypte avec des pays européens, parce qu'il y a même des attentats toujours en Europe, on le voit, même en Israël, partout. On est loin de la Syrie, l'Irak, Daesh et tout ça, mais le Sinaï, il y a quand même certainement des places, des tunnels ou bien des poches terroristes. L'armée, en fait, je pense, c'est-à-dire l'armée est formidable. Et la sécurité. Moi, je parle simplement du climat d'investissement parce que c'est ça qui compte, parce que les gens, souffrent actuellement, ils aspirent à ce que cette situation vraiment dramatique prenne fin. Mais c'est ça ce que je dis. Oui, attirer les investissements. On fera beaucoup de choses, mais il faut quand même voir sur le terrain quelque chose de tangible, de sensible. On peut voir, par exemple, le gouvernement a décidé de... Regardez, si vous essayez par exemple de renouveler votre permis de conduire, regardez, ça fait combien d'années on parle vraiment d'éradiquer cette routine bureaucratique? Il y a l'ordinateur enfin maintenant. Non, on les met en panne parce que ça va empêcher les... C'est possible. Ça va pas, oui. Non, mais en fait, Dr Ali, vous avez parlé du dollar, en fait, au début de cette édition. C'est vrai qu'au début, cette mesure a causé beaucoup de problèmes partout, la dévalorisation de la livre égyptienne. Et ça continue à causer des problèmes. Et on commence à voir, il y a quelques jours, que la livre commence à s'apprécier. Je crois aujourd'hui c'est arrivé à 17 dollars, c'est à 17 livres, c'est-à-dire à peu près 3 livres d'augmentation, ce qui n'est pas mal. Alors est-ce que vous voyez que sur le long terme, on arrivera à avoir la valeur réelle de la livre égyptienne face au dollar? Je pense que oui. Vous savez, on a réalisé tout ça sans compter les touristes qui ne sont pas encore arrivés dans le pays. Ouais. Alors pensez un peu, s'il y a encore 7 à 8 millions de touristes qui arrivent, qui versent les dollars dans le pays, ça va sûrement affecter le dollar vis-à-vis de la livre égyptienne. Ouais. Et moi, j'ai dit en plusieurs reprises que la livre égyptienne devrait être entre 14 et 15 livres par dollar. Ouais. J'ai dit ça il y a 3 mois. Maintenant, nous sommes à 17,5, presque, plus ou moins. Donc, je veux dire aussi, l'investisseur, lorsqu'il vient en Égypte pour investir, il regarde le marché égyptien. Il y a 90 millions de consommateurs potentiels dans ce pays-là. Et puis, s'il y a maintenant des réglementations, des lois qui facilitent la tâche
envers les investisseurs, pourquoi pas. Les pays autour, si on commence par l'Égypte, il y a quand même une certaine stabilité, et il y a les investisseurs qui investissent et tout ça. Donc ce sera la base pour plus tard pouvoir exporter vers la Libye, le Soudan, l'Irak. Et pas ça seulement. Il y aura les compagnies de construction qui vont arriver en Irak et en Syrie pour construire justement toutes les villes qui ont été détruites par la guerre fratricide. Oui. Mais je veux dire qu'il faut regarder dans l'angle optimiste de l'Égypte. Oui. Où nous étions, où nous sommes maintenant, qu'est-ce que nous faisons, ou quel est le futur que nous choisissons, et prendre une décision. Malheureusement, en Égypte, tout le monde parle, il vous dit, écoutez, aujourd'hui, ça s'est passé, ça, et tel, et tel. Ah, il prend ça, il va répéter de nouveau partout. Je dis, il faut quand même filtrer les informations dans la tête avant de donner l'opinion, pas avant. Mais malheureusement, la plupart des gens maintenant, ils répètent, ah, le président, qu'est-ce qu'il fait, il n'a rien fait. Non, non, il fait. Ouais. Moi, je dis même, il est le seul, et ça, c'est faux. Ouais. Les gens qui sont autour de lui ne font pas la même chose. Ce n'est pas le même niveau, malheureusement. Ouais. Et nous blâmons après ça le président. Alors, docteur Essam, il faut dire aussi que le monde entier passe par un contexte économique assez difficile. Et certainement, ça a une influence sur l'Égypte et l'économie de l'Égypte. Oui, je suis complètement d'accord. Oui, mais ça, c'est vraiment, oui, c'est un autre facteur de plus. Mais oui. Je suis enclin quand même à soutenir. Enfin, c'est une opinion. C'est-à-dire quand on envisage de faire ce qu'on appelle l'anatomie de la crise économique, je pense que quand même l'anatomie de la crise économique mondiale est un peu différente, parce qu'en Égypte, on a des tas de problèmes qui remontent au passé, même lointain, c'est-à-dire que le taux de chômage augmente, c'est-à-dire il y a beaucoup de jeunes. Vous voyez que les ressources humaines, c'est une arme à double tranchant. C'est important. Vous avez quand même une main-d'œuvre, mais qui est inexploitée. Et donc, c'est un facteur, quand même, dont il faut tenir compte. Et il faut les engager, parce qu'en engageant vraiment la jeunesse qui ne travaille pas, ça, maintenant, vous commencez à réduire le taux de criminalité. Ça, c'est une chose. Et puis, comme on a déjà parlé de la corruption, mais le tourisme, bien entendu, le tourisme, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de pays qui sont un peu hésitants. On a vu, par exemple, la Russie, chaque fois, on dit que il ne reste qu'un mois, et pour voir l'afflux touristique russe, puis après, on reporte, puis le président russe dit, bon, n'a pas encore pris de décision, tout ça, et même on a envoyé des équipes de sécurité pour tâter le terrain et pour examiner les dispositifs de sécurité afin de mettre leurs avis. Et jusqu'à maintenant, on ne voit pas. Alors maintenant, la question qui se pose, est-ce que vraiment les touristes s'abstiennent de venir en Égypte à cause du climat terroriste? Absolument pas. Parce qu'ils ont vu dans leur pays eux-mêmes des attentats terroristes. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont quand même peur. Ils ont peur de beaucoup de choses. Et je pense que on a vu le remaniement ministériel, mais le remaniement ministériel sera inutile s'il n'est pas accompagné vraiment de changements de mesures, c'est-à-dire on transforme les mesures actuelles en mesures radicales, c'est-à-dire tous les ministères, ministère de Santé, ministère de l'Éducation, tous les ministères souffrent d'énormément de problèmes et il faut voir en fait ces ministères-là se mettre à résoudre ces problèmes et à mettre en fait des bases réelles, convaincantes et qui montrent vraiment l'intention et la détermination à éradiquer la corruption, ou bien faciliter toutes les mesures nécessaires aux citoyens et remédier aux problèmes, parce que nous avons un problème même, vous savez, que dans le ministère de la Santé, aussi les médicaments, vous comprenez, oui. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui. En fait, Dr Ali, également parmi les mesures importantes qu'on a prises ici en Égypte ce dernier temps, c'est aussi le prix de l'essence. C'est vrai que tout le monde ou la plupart des gens étaient contre, mais il faut dire que c'est une mesure importante parce que ici, c'est vrai qu'on payait l'essence, c'était presque rien en comparaison avec d'autres pays. Tout le monde, on sait que par exemple aux États-Unis, en France, en Europe, c'est cher l'essence partout, c'est pas seulement en Égypte. Alors nous, en tant que pays qui a des problèmes économiques, il ne fallait pas que l'essence soit subventionnée. Alors comment vous avez vu en fait cette mesure et l'influence qu'elle a eue sur l'économie également? Mais écoutez, le budget national égyptien est composé de 4 éléments. 25% est destiné aux subventions,
25% au salaire des employés, 25% pour le paiement des dettes et 25% pour l'investissement. Oui. Alors, il fallait agir sur le premier point, sur les 25% de subventions. Oui. Et c'était un pas qu'il fallait prendre depuis des années. Le président, il a eu le courage de le faire. Il a dit maintenant, il faut le faire, en même temps que l'imposition d'une certaine taxe qui a été en même temps plus ou moins faite. Mais je pense, oui, il fallait le faire. Oui. Ça, c'est une chose qu'on attendait depuis longtemps. Et vous l'avez dit, le prix de l'essence en Égypte est vraiment inférieur, même en Arabie Saoudite. Maintenant, ils l'ont augmenté. Il fallait le faire. C'est une chose à faire et il l'a faite. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que je souffre moi aussi. Ouais. Ma femme aussi, elle a une voiture, elle souffre. Tout le monde souffre. Ouais. C'est pas ça seulement l'essence, mais autre chose. Ouais. Mais c'est une transition qu'il fallait donc l'accepter pendant 1 an, 2 ans. Et puis voilà. Il y aura donc un changement radical, positif, Inch'Allah. Ouais. Alors, docteur Essam, quand on parle aussi des subventions, comment vous voyez ce point? C'est vrai que je crois personnellement qu'il y a un effort dans ce domaine, surtout quand on commence à voir vraiment les subventions. On essaye de limiter les gens qui reçoivent ces subventions, on essaye que ça soit vraiment dirigé vers les gens qui en ont besoin et pas tout le monde comme il y a pas mal d'années. La subvention en soi, c'est la pire des mesures économiques qu'un État puisse prendre. Ouais. Ça, c'est-à-dire que tout le monde est unanime, justement, mettre fin. Ouais. Mais c'était une sorte de morphine que les gouvernements corrompus utilisent pour endormir le peuple. Oui. Et pour vraiment, c'est-à-dire que ça fait depuis des années 70, on voit ça, c'est que, mais le problème, c'est qu'il y a eu, par exemple, beaucoup d'hommes d'affaires qui ont même envoyé leurs fonds à l'extérieur. Vous savez que la corruption a sévi, c'est-à-dire dans le pays. Mais ça, c'est important. Il faut vraiment mettre fin à ces subventions. Mais il faut en même temps, et parallèlement, et concrètement, prendre aussi des mesures qui pourraient remédier aux conséquences néfastes, aux effets néfastes de ça. C'est-à-dire, il aurait fallu, par exemple, pour réduire, atténuer un petit peu la crise, prendre une mesure importante, c'est-à-dire imposer des impôts, des taxes progressives sur, par exemple, les riches afin d'aider les pauvres, par exemple. Hein. Et puis après, il y a autre chose. Vous avez bien parlé de carburant, je suis complètement d'accord avec vous, mais il y a aussi des denrées alimentaires dont le prix a beaucoup augmenté et que ça n'a rien à voir avec le flottement de la livre égyptienne. Et ça, la seule raison, à mon avis, c'est la corruption. Oui. C'est le sucre. C'est vrai qu'il nous manque un contrôle, il faut dire, sur les marchands. Oui, c'est frappant de voir, par exemple, une crise de sucre. Vous voyez beaucoup de pâtisseries, avec, n'est-ce pas, avec le boule de Nabi et tout ça, beaucoup de sucre. Et puis après, on magasinait en haute Égypte. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle. Et c'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec les projets, je suis complètement d'accord avec vous, les projets, mais ces projets actuels sont très fructueux, sont très positifs, mais parallèlement, il faut quand même remédier à ces lacunes afin de profiter de ces projets. Par exemple, le contrôle jusqu'à maintenant imposé sur le marché n'est pas suffisant et n'est pas efficace. Et ça, c'est le problème. Ouais. Moi, je pense que même la distribution de ces subventions-là, c'est très, très important. Et on a vu une théorie sur l'écroulement de l'ex-Soviet Union. C'était justement la distribution des marchandises au sein de l'État même. Ça a causé justement la destruction de la Russie. Oui, dans le temps. Je suis d'accord. Voilà. Alors, en fait, il faut dire aussi que depuis pas mal de temps, il y a beaucoup de projets, de grands projets qui sont réalisés ou sur le point d'être réalisés en Égypte, c'est-à-dire projets d'infrastructure, de construction dans le domaine de l'agriculture, de la pisciculture. Alors, comment vous voyez aussi ces grands projets, même si leur fruit ne sera pas réalisé ou porté que dans quelques années peut-être? Il y a toujours un commencement. Oui. Surtout que ces projets-là, ils prendront peut-être 2 ans ou 3 ans. Et si on vise justement à avoir un lancement de l'économie égyptienne, il fallait commencer tout de suite. Et l'investisseur, lorsqu'il envisage où mettre son argent autour du monde, en regardant l'Égypte, ah voilà, il y a quand même un changement positif. L'infrastructure, les grands projets, le marché de 90 millions d'habitants, plus tard, les pays voisins limitrophes comme le Soudan, la Libye et tout ça, ça rentre dans justement le système où l'investisseur regarde à travers ses lunettes à lui.
comment il voit, comment il envisage le marché égyptien. Ouais. Alors, comment vous voyez ces grands projets, docteur Essam? Ah oui, non, c'est-à-dire c'est gigantesque, bien sûr. Ce sont des projets, tous les projets infrastructurels ne commencent à produire que d'ici 5 ans. Peut-être il faut attendre 5 ans, ce sont des projets. C'est-à-dire, ça nous fait penser au plan quinquennal, sous Nasser, à titre d'exemple. Mais il faut vraiment ce genre. Ça, ce sont des projets essentiels qui sont susceptibles d'attirer beaucoup d'investissements, parce que je suis complètement d'accord, l'investisseur, quand il vient, est-ce qu'il y a vraiment des voies, des moyens de transport, et c'est la première chose en fait qu'il commence à constater afin de venir ici. Et je pense que le gouvernement a démarré dans ce sens. Oui, mais c'est-à-dire que aussi, je suis complètement d'accord quand vous avez évoqué les petites entreprises, les moyennes entreprises aussi, il faut les faire fonctionner parce que il faut marcher parallèlement. C'est-à-dire que des projets infrastructurels et des projets immédiats. Ça, c'est très important. C'est pour la consommation et pour aider les citoyens. Ça, c'est très important. Sinon, le climat économique serait plein de troubles. Et ça, il faut l'éviter. Parce qu'on peut toujours, justement, souffrir en attendant les fruits. Hein, mais il faut quand même, attention, il faut éviter les tensions et les troubles sur le marché parce qu'il y a des classes misérables qui souffrent. Il ne faut n'oublier pas que nous avons ici plus de 40% qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, il faut faire attention. Hein. Tout ça, les facteurs sociaux sont liés. Criminalité, prix, misère, pauvreté, chômage. Il faut quand même trouver des solutions à ça. Oui, exactement. Alors, docteur Ali, en fait, quand M. le Président avait parlé que l'économie sur la bonne voie, il n'était pas en fait le seul à parler de ça, puisque il y a quelques jours seulement, on a eu une étude du cabinet américain, ce qu'on appelle PwC, c'est l'étude intitulée The Long View, How Will the Global Economic Order change by 2050, en fait. Selon cette étude, l'Égypte en 2030 sera la 21e puissance économique dans le monde. Alors, apparemment, voilà, même les analystes dans le monde entier voient qu'on est sur le bon chemin et que notre économie peut réaliser beaucoup de choses. Mais justement, il y avait aussi l'Economist. C'est une revue très renommée anglaise. Avait dit que l'Égypte, c'est la catastrophe et tout ne marche pas, il y aura donc une révolution, je ne sais pas quoi. Un mois plus tard, ils ont dit juste le contraire. Ouais. Il y aura quand même un changement positif en Égypte parce que tel et tel, ils ont tout analysé justement. Ouais. Parce qu'il y a un progrès. C'est ce que j'essaye de dire aux gens autour de moi. Ouais. Il ne faut pas être borné. Tout ne marche pas. Les prix augmentent, oui. Il y a une flambée de prix, oui, je suis d'accord. Mais c'est le prix qu'il faut payer quand même. C'est la transition qui est toujours la plus difficile. Oui. Toujours. Oui. Et même lorsqu'il y a une guerre entre deux armées, comme ça s'est passé en 1973, c'est le point le plus faible où l'ennemi peut passer. C'est la transition entre les armées, le temps, l'endroit et tout ce que vous voulez. Oui. C'est la chose la plus difficile. Oui. Oui. Il faut essayer de rester là. Alors, docteur Essam, comment vous voyez ce genre d'études, ce genre de nouvelles sur l'économie égyptienne et comment on peut exploiter ceci pour encourager les investisseurs étrangers? Bien, je réponds à la deuxième partie de votre question parce qu'ensuite, je vous dirai mon avis sur les revues. Enfin, il y a beaucoup de rapports économiques, il y a beaucoup de revues, justement. Mais il y a quand même, je remarque qu'il y a une divergence. Et comme je ne suis pas économiste, je ne suis pas en mesure vraiment de juger. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ce que je constate de mes yeux. Quand je constate quelque chose, je vous le dirai. Je vous dirai, par exemple, investisseurs. J'ai entendu beaucoup d'investisseurs qui sont venus en Égypte, c'est-à-dire au cours des conférences auxquelles j'ai assisté. Et ils posent la même question, c'est-à-dire que nous souffrons vraiment c'est le climat administratif, bureaucratique, corruption, on entend des choses et qu'on a peur, on est hésitant, hein, mais ils n'ont pas parlé de terrorisme. Alors, ils n'ont pas parlé de terrorisme. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, oui. Mais ils ont parlé, par exemple, des mesures de sécurité. Ils se méfient un petit peu des mesures de sécurité prises en Égypte parce qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le ministère de l'Intérieur, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, par exemple, on voit, par exemple, un passager qui a réussi, par exemple, à s'infiltrer dans l'aéroport avec une bouteille d'eau, alors qu'il est interdit, par exemple, de passer par le détecteur. Ouais. Et ils ont vu ça dans l'avion. Ça veut dire qu'il y a quand même des failles. Mais on peut l'acheter à l'intérieur même de l'aéroport. Non, c'est en avion, parce que c'est-à-dire avant d'entrer dans l'avion, il y a un détecteur. Ça arrive partout, parce que non, je sais la bouteille d'eau, c'est interdit. Donc je vous assure que c'est permis, par exemple, à une mère qui a des enfants d'avoir une bouteille d'eau
partout Et les dans médicaments aéroports. liquides aussi. C'est sûr, parce que moi j'ai passé par ça. Alors c'est sûr, parce qu'il y a toujours pour le bébé par exemple qu'on peut pas. Oui. C'est-à-dire il y a des fois il y a des permissions données à certaines mais moi je personnes. vous transmets l'avis que j'ai entendu simplement des investisseurs et ils souffrent énormément de cette bureaucratie et de cette routine dont on a parlé. En ce qui concerne les rapports provenant des revues, justement j'ai entendu certainement des rapports très optimistes parce que moi, c'est-à-dire que l'Égypte en fait constitue un climat très favorable aux investissements. Vous avez tout, vous avez un atout en fait pour tout faire. Mais il faut voir, parce que vous avez par exemple des ressources humaines, comme je viens de vous dire, c'est une arme à double tranchant. La Chine, par exemple, des milliards, n'est-ce pas, de population. Mais vous devez les exploiter. Mais jusqu'à maintenant, je ne vois aucune exploitation, aucun investissement de cette ressource naturelle dite ressource humaine. Ça, je ne le vois pas. Ouais. Alors, docteur Ali, en fait, ça se voit qu'on a beaucoup de mesures importantes ce dernier temps en Égypte en ce qui concerne l'économie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grands projets et que le gouvernement déploie beaucoup d'efforts. Mais il faut dire aussi qu'il y a ce fossé entre les grands projets, les mesures importantes et la vie quotidienne des Égyptiens. Alors, selon vous, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est peut-être c'est de combattre un peu plus la corruption? Est-ce que c'est le contrôle des marchands et des marchandises? Qu'est-ce qui manque pour faire sentir aux gens non, ça va mieux, on est sur la bonne voie, mais il faut juste attendre? Vous voyez, le secteur industriel est le secteur le plus important de l'économie. Parce que c'est le secteur qui embauche le plus dans tous ces secteurs-là. Lorsque vous pensez qu'il y a des milliers d'usines qui sont fermées jusqu'à présent, qui ne fonctionnent pas, s'ils fonctionnaient, ils auraient donné des produits, la consommation aurait augmenté et ça aurait quand même ajouté 1, 2, 3% sur l'économie égyptienne. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, on a vu la Chine, par exemple, lorsqu'elle a vu que au niveau international, il y avait un problème, donc on ne pouvait plus exporter comme avant, ils se sont retournés vers le marché interne chinois. Ils ont poussé la consommation à outrance et la population a suivi et voilà, ça a continué. Ce n'était pas seulement one-track-minded, il n'y a que ça, l'export tout le temps. Non, ils ont tout de suite agi et ils ont donné les moyens aux consommateurs de pouvoir acheter. Ça, c'est une chose qu'il faut le faire en Égypte. Il faut être flexible, pas borné. Voilà, nous avons ce programme et on va le suivre 1, 2 jusqu'à 10. Non, s'il y a des circonstances qui changent, il faut tout de suite s'adapter et changer. Oui, j'aimerais bien enchaîner aussi sur ce point, c'est que la plus grande lacune, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de production. On ne produit pas assez, c'est-à-dire la production au niveau... Oui, exactement. Pas de... Alors, de toute façon, je vous remercie infiniment, Dr Ali Koulaï, merci beaucoup, Dr Bassam Al-Fattah, je vous remercie. Merci, mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne soirée.